Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission, le LGF, le grand forum jusqu'à 18h. J'espère que vous allez tous bien en ce mercredi 9 décembre. Aujourd'hui, un beau plateau, un beau trio. Et je vais commencer par galanterie, par accueillir Madame Sabrina Sebaï qui est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Comment ça va ma Sabrina? Bah écoute, ça va, toujours heureuse de vous retrouver. Toujours chargée des affaires sécuritaires chez Europe Écologie Les Verts? Oui. Toujours plus que jamais, très bien. Monsieur Nadir Kaya est également avec nous, président de Banlieue Plus. Comment ça va mon Nadir? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ça va très bien. Je voudrais passer un grand bonjour à tous les citoyens, toutes les citoyennes et tous les citoyens des quartiers populaires de France, parce qu'on a très peu l'occasion de le dire. Donc voilà, je leur passe un grand bonjour. Monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, mais aussi délégué national chargé des affaires étrangères chez les centristes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe, bonjour Nadir, Sabrina et tous les auditeurs et auditrices. Ravi de ce retour. Absolument. La belle histoire, pour être tout à fait complet, est aussi parmi nous. Bonjour la belle histoire. Bonjour à toutes et à tous, et j'apprécie particulièrement la salutation de Nadir Kaya à destination de l'ensemble des habitants des quartiers populaires qui leur répond « Kaya, 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 Nadir, Nadir, répondit l'écho ». Très bien, bravo. Alors, la belle histoire, Sabrina, Nadir et Emmanuel sont avec nous. Sabrina, on va parler du racisme dans le foot avec toi tout à l'heure, certainement avec ce qui s'est passé hier soir. Bah oui, tout à fait, c'était quand même historique ce qui s'est passé hier soir. Ah oui, c'était historique. Historique sur le fait que les joueurs aient décidé de quitter le terrain. Bah oui. Mais un peu moins historique sur le fait des propos qu'on prêterait au quatrième arbitre. Et là, c'est scandaleux. Ah bah selon certains, ça n'existe pas. Ah oui, quand même, ils vont jusque-là. Monsieur Emmanuel Justement, oui, la belle histoire. Par rapport à ça, j'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure, quand Sabrina aura fait son résumé, sa chronique tout à l'heure, d'intervenir, et notamment sur... Parce que tout à l'heure, Pascal Praud a accueilli Rost, vous savez, le rappeur. Ah oui, Rost, oui, le rappeur, oui. Oui, et justement, il y a peut-être un lien entre ce qui s'est passé, notamment cette agression raciste, autre chose, et finalement cette rencontre entre Rost et Pascal Praud, parce que c'était quelque part un match retour d'un match aller qui s'est déroulé il y a quelques années. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Très bien, on a hâte. Emmanuel Dupuis, tu reviendras sur la visite du général Al-Sisi en France. Général et néanmoins président égyptien, effectivement. Néanmoins aussi. La visite d'État du président égyptien. Absolument. Et nous parlerons, puisque c'est le sujet à la une aussi, de ces 70 élus qui demandent le départ du préfet allemand parce qu'il, selon cet appel, met en danger les Parisiens. Est-ce que vous soutenez ces appels? Eh bien, je dirais qu'on est dans un score à la Ben Ali. 97% disent oui, disent soutenir cet appel pour demander le départ du préfet allemand. On en parlera avec vous. Est-ce que ça changerait quelque chose aujourd'hui en matière de maintien de l'ordre, de répression policière, de manifestations un petit peu perturbées? Eh bien, on en parlera avec vous, parce qu'il y a une chaîne de commandement quand même, mais le préfet ne fait qu'exécuter, si je ne m'abuse, les ordres venus de plus haut, du ministre de l'Intérieur notamment. Voilà, donc on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais pour l'heure, voici un petit quiz. Le quiz. Nadir, Madame Sabrina Sebaï, Emmanuel et la belle histoire, quelques petites questions à vous poser en rapport avec le 9 décembre. Qui reçoit le prix Nobel de la paix en 1979? L'abbé Pierre? Non, ce n'est pas l'abbé Pierre. Le président Carter? Non, ce n'est pas le président Carter. C'est une femme déjà. Voilà. Femme. J'étais pas loin. Une religieuse. L'Emmanuel, Sœur Emmanuel? Oui, Non. non, c'est... Non, c'est Mère Teresa. Mère Teresa est une bonne réponse, la belle histoire. Bravo. Je cherche à présent... Pas loin. On a mis sur la piste. Non. Je cherche à présent un aviateur français né en 1901. Saint-Exupéry. Absolument pas. Mermoz. Jean Mermoz, qui est d'ailleurs décédé le 6 décembre 1936 dans l'océan Atlantique. Il est mort en plein océan. La Poste. Je cherche à présent un ancien footballeur né en 1969. Il est né à Saint-Jean-de-Luz. Il est devenu aujourd'hui commentateur. Vicente Lizarazu, bonne réponse, la belle histoire. Il est né à... Non, mais les deux résident à Cibourg.
Quoi? Les deux résident à Cibourg. Jean-Michel Larquet et Vicente Lizarazu sont Oui. voisins à Cibourg. Oui, on est 40 d'accord. pour Il lui. est commentateur de foot, notamment chez le confrère de RTL, entre autres. Ah oui, c'est 69, c'est vrai. Et TF1 aussi. Je cherche à présent un ancien tennisman né en 1972 à Tahiti. Yannick Noah. Non, il n'est pas né à Tahiti. Gasquet C'est pas Gasquet. En 72 Non, le non, non, comte. comment il s'appelle Bah oui. Oui, attends. Ah non, Fabrice Santoro. il joue encore. Fabrice Santoro est Ah une non, bonne faut le réponse. trouver. Bravo. Tennisman, je suis pas certain. Ah, ça c'est pour Emmanuel. Alors, Oh non, mais non, Nadir, t'as pas le droit. Quand même. Tu l'as vu jouer? Oui. Oui, bon, oui, d'accord. C'est Ok. vrai qu'il était souvent perdant. Et, Oui. c'est vrai, mais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, ça c'est pour Emmanuel. Je cherche un homme politique français mort en 1996. Il a assuré entre autres l'intérim de la présidence après la démission de De Gaulle et aussi après... Alain Poher. Oh, magnifique. Alain Poher est une bonne réponse. Alors, il a assuré 2 fois l'intérim, après la démission de De Gaulle et aussi après la mort de Pompidou. Voilà, Alain Poher. Absolument. Vous en restez tous sans voix, je comprends. Président du Sénat. Intérimaire, quoi. Annonce People pour finir. Annonce d'une séparation d'un couple People en 1992. De quel couple s'agit-il? Diana qu'il y a un Johnny Sacha. là-dedans. Bah bien sûr, Diana et le prince Charles est une bonne réponse. La belle histoire qui nous fait un parcours sans faute aujourd'hui. Carton plein. Bravo, la belle histoire. Tu es à l'image du plus beau club de la planète, le PSG. Bravo à toi, la belle histoire. C'est-à-dire Bravo. sans titre? Oh. Alors là, franchement, déjà, Mesquin. sans titre, ce n'est pas vrai, mon cher Nadir, puisque je te rappelle qu'on nous sommes vainqueurs de la Coupe des Champions. Quelle blague. Une coupe qui, c'est vrai, n'existe plus, mais quand même, à l'échelle européenne, elle pesait à l'époque. Et puis pour ce qui est du reste de la Ligue des Champions, ça viendra. On était en finale, je te Non, mais rappelle, il n'y a pas longtemps. Je suis très Inch'Allah, fier on de dirait. l'intervention hier de cet attaquant de l'équipe turque qui s'appelle Dembaba. Qui porte Dembaba, le même nom de absolument. famille que moi. D'ailleurs, il était en top je- tweet hier soir. Je suis très fier. Oui, absolument. Dembaba, on veut plus de M de Dembaba, effectivement. Bon, dans un instant, eh bien, je crois qu'on va revenir sur cette visite du général, néanmoins président d'Égypte, El-Sisi. Emmanuel va nous en parler et vous posera une question à laquelle vous serez invité à répondre au 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus. Nadir Kaya, Sabrina Sebaï, Monsieur Emmanuel Dupuis et la belle histoire qui va se mettre à l'écriture pour nous offrir une belle chronique de fin d'émission tout à l'heure. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On apprend des choses sur Twitter. Ah bah ça c'est extraordinaire, je savais pas ça Emmanuel, tu m'apprends quelque chose. Franchement, bon. Emmanuel Dupuis est avec nous, Sabrina Sebaï, Nadir Kaya. Il faudrait que tu me réexpliques, j'ai rien compris. Mais ça m'intéresse. Moi oui. J'expliquerai après, d'accord. 5000 abonnés sur Twitter, on est bloqué. Ouais, c'est ça. Tu peux pas avoir Bah, ça. c'est avec- un peu Alors comme attends, Facebook, hein. comment ça se passe pour aller C'était au-dessus pas des en 5000? gros, Eh ben, il faut avoir un rythme de connexion D'accord. qui fait que tu as plus d'abonnés que d'abonnements. Ah oui, Voilà. Pour dépasser la jauge de 5000. d'accord. Et tant que t'as pas ce rythme. Bah, tant que t'as pas ce rythme, tu peux pas. C'est C'est comme sur bloqué. Facebook. Ah À ouais. 5000, il te bloque. Ah d'accord. Oui, pas sur les pages. Ah, c'est Twitter qui appelle. Oui, Twitter France. Arrêtez de tweeter. Allô Shipper, arrête de tweeter. Twitter France qui nous appelle, on les salue. Bon, tu savais ça toi, Sabrina? Moi, savais je pas. connaissais pour Facebook, c'était bloqué à 5000 en effet, mais Twitter, non. Ah oui, d'accord. Bon. Très bien. Alors, on va parler dans un instant de la visite du général président égyptien El-Sisi. Alors, sachez qu'il y a eu une conférence de presse entre les deux présidents qui a été accueillie par le président d'ailleurs. Faut le dire. Manuel, je sais pas si c'est Par le important ou président, pas. c'est-à-dire. Ah non, il a été. Ah oui, non, ça Oui, c'est. avec les. Ça, c'est à mon avis une vaine polémique. Effectivement, on a quelques personnes qui se sont offusquées du fait que le secrétaire d'État aux Ouais. Affaires étrangères, Ouais. Franck Riester, Mm. que ce soit que le secrétaire d'État, sauf que dans les visites d'État où il y a plusieurs rendez-vous avec un certain nombre de ministres, il est plus prestigieux de panacher, et pas que ce soit le président qui fasse tout.
c'est la raison pour laquelle le président ni le Premier ministre n'ont accueilli le président égyptien. Donc il n'y a rien de choquant. Ouais, c'est en fonction des invités quand même, parce que je pense que Trump ou Poutine, c'est pas la même réception. Non, c'est Poutine pas n'a pas été accueilli par le président, justement. Même en visite d'État. Même en visite d'État, oui. J'ai vu des images avec Anne Hidalgo aussi. Ah, ça c'est après. Oui. C'est la réunion à la C'est ça. absolument. Voilà. Ouais. Donc Alors- c'est à mon avis pas là où est la polémique. D'accord, c'est pas là où elle est la polémique. Il y a d'autres endroits où Oui. elle peut être justifiée. Alors, Et pour va d'autres raisons. juste, Les petits avant de fours. t'écouter, Emmanuel, Les petits fours. nous expliquer un petit peu ce que tu en as retenu de cette visite qui s'est terminée hier, je crois. Ça a duré 2 jours. Aujourd'hui. Aujourd'hui Mm. Ouais, Deux très bien. jours, aujourd'hui. Il est reparti donc. Ouais. Ça va. Enfin, Il pas aujourd'hui. a acheté combien d'avions Rafale Rien du tout. On l'avait déjà vendu 24 Rafales en 2015. Il y a pas... Ça, on Donc, le saura après la visite. Ouais. Non, mais la c'est pas tout. transaction. C'est pas tout de suite hein, les Rafales. C'est à l'horizon 2022. Donc, D'accord, on a le temps. C'est juste En que tout cas, il y a le- une conférence de presse à l'issue de la rencontre entre Emmanuel Macron et le général El-Sisi. Et il y a eu un petit échange un peu musclé à la fin à propos des caricatures. Écoutez cet échange. Lorsque vous allez exprimer votre opinion, si ça va blesser des millions et si vous estimez que donc cela doit être révisé. Nous ne parlons pas de toutes les libertés, ni la liberté d'expression. Nous parlons justement de ce point seulement. Vous avez le droit de refuser, mais blesser des millions de personnes, je crois que à travers les valeurs de poids qui se trouvent en France et dans le monde avancé, qui refusent de toucher ou porter atteinte aux droits et sentiments des autres, qu'on blesse des centaines de millions en ce qui concerne la religion, je crois que cela exige d'être étudié, examiné lentement et le réviser. Merci. C'est sans doute là où il y a un risque de balbutiement de notre histoire. C'est que nous considérons que la valeur de l'homme est supérieure à tout. C'est l'apport de la philosophie des Lumières, et c'est ce qui fait l'universalisme des droits de l'homme, qui fonde d'ailleurs la Charte des Nations Unies. Et il n'y a rien qui peut être au-dessus de l'homme et du respect de la dignité dans la personne humaine. Et donc, à cela, il y a en effet le respect des uns à l'égard des autres. Mais dans l'ordre du politique, le religieux n'entre pas. Et jamais au titre d'une religion, quelle qu'elle soit, parce que les mêmes qui parfois se moquent de l'islam, ce qui vous choque, se moquent de la religion catholique, se moquent du judaïsme. Les mêmes. Aucune religion, parce qu'on se moque d'elle, n'a le droit de déclarer la guerre. Parce que dans cet espace où les hommes se respectent, ils ont la possibilité de débattre librement. Et je ne ferai jamais une équivalence entre choquer ou respecter l'autre et justifier des violences. Parce que l'apport extraordinaire de l'esprit des Lumières, de la Révolution et de ce qui a fait l'universalisme de nos valeurs, c'est le fait qu'il n'y a rien au-dessus de la personne humaine, de l'individu libre et doté de raison. Et après, cet individu libre décide de croire ou de ne pas croire, choisit sa religion. Et quand c'est dans l'ordre religieux, il ne m'appartient pas d'en débattre et le respecter. Et en effet, il faut de l'intelligence entre les peuples pour qu'ils se respectent. Voilà, c'était cet échange à la fin de la conférence de presse sur les caricatures. Bon, la traductrice qui traduisait les propos du général Sissi n'était pas très au top, on peut le dire. En tout cas, voilà, ça a été le moment un petit peu tendu, on va dire, de cette conférence de presse qui s'est déroulée lundi à l'Élysée. Emmanuel, toi, tu souhaites Oui, revenir. alors, tension, je ne sais pas si on peut le qualifier comme tel. Il y avait effectivement une incompréhension de part et d'autre. Et ça a été effectivement singulièrement mis à la fin de cette conférence de presse. D'ailleurs, la personne qui a posé une question était un journaliste Égyptien d'un journal proche du régime, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Mais ce qui est important, effectivement, c'est les différences d'approche que les deux responsables politiques... Voilà. Je me mets, Voilà. je tape, Oui, je me parce qu'il rapproche déconne. du micro. Et évidemment, les polémiques, ou en tout cas les critiques, je crois, saines, qui ont été occasionnées à l'occasion de cette visite d'État. Ce n'est pas la première visite d'État, c'est la deuxième visite d'État du président El-Sisi auprès du président Macron, puisqu'il était déjà venu en visite d'État en octobre 2017, et le président Macron avait été accueilli avec le même faste en janvier 2019 au Caire. Je crois que la manière dont nous pensons l'Égypte peut être résumée en 3 phrases. C'est un immense marché, il faut l'avoir à l'esprit, 100 millions d'habitants, 60 millions d'habitants qui a moins de 35 ans. Donc c'est un marché de consommation, c'est important de le rappeler. C'est un pays qui est considéré, ou que l'on voit comme un allié
indispensable pour la stabilisation dans la région, mais encore une fois, je ne fais qu'ouvrir le débat vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis de la question libanaise, vis-à-vis de la proximité avec la question palestinienne. L'Égypte est au cœur de cette réflexion pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est au Caire que siège la Ligue arabe, défenseuse jusqu'à présent de l'importance de la bicéphalité de l'État palestinien et l'État israélien. Je dis jusqu'à présent car les lignes sont en train un peu de changer. Il faut aussi avoir à l'esprit que l'Égypte a été le premier pays à reconnaître Israël avec les accords de Camp David en 1978. Et en même temps, la France et l'Égypte se sont engagés dans un partenariat stratégique où effectivement la relation entre nos deux pays est un peu hypertrophiée à travers un quasi monopole de nos ventres d'armement. La France a été le premier fournisseur de l'Égypte entre 2013 et 2017. On a dépassé les Américains, on a dépassé la Russie. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Vous l'évoquiez, Christophe, avec la vente en 2015 de 24 Rafales. La première fois qu'un pays étranger nous achetait des Rafales, c'est important, juste après l'Inde. L'Inde est venue après, mais c'est juste après le Qatar, quasi concomitamment. Il est question d'ailleurs d'un nouveau contrat, mais ça n'a pas été signé à Paris, puisque l'Égypte se propose de nous en racheter 12 de plus, certains disent 22, certains disent 32. Restons-en à la certitude des 12 à l'horizon 2022. Mais jusqu'à présent, notre relation économique, qui n'est pas si forte qu'on le dit, la France n'est que le 11e fournisseur économique avec l'Égypte, mais encore une fois est symboliquement caractérisée par l'importance, à mon avis trop importante, de nos exportations. On a vendu des bateaux également, des corvettes Cowind, et on a vendu, évidemment, comme je le rappelais, un certain nombre de matériels dont les organisations des droits de l'homme s'échinent à dire qu'elles ont été utilisées dans la répression que le régime mène depuis l'arrivée au pouvoir du président Sisi. C'est la deuxième facette de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi, qui, comme je crois toutes les visites, doit être corroborée par effectivement une vérification si les droits de l'homme sont respectés dans ce pays. Je ne suis pas égyptien, donc ce n'est pas à moi de juger. Néanmoins, les organisations des droits de l'homme rappellent qu'il y aurait, je mets le conditionnel, près de 50 000 personnes emprisonnées pour délit d'opinion, alors même que la population égyptienne, et il faut s'en réjouir et s'en souvenir, avait fait la révolution pour se débarrasser d'un régime qui lui-même était reconnu pour le non-respect de ses droits de l'homme. C'est ce qui a effectivement abouti à la chute de Hosni Moubarak en février 2011. D'où ce paradoxe d'un pays qui est lui-même issu d'une révolution populaire, alors même qu'un certain nombre de militants des droits de l'homme ont été arrêtés. Et c'est là où il y a un singulier paradoxe, puisqu'ils ont été arrêtés quelques semaines avant la visite du président al-Sisi. Je pense notamment aux militants de l'initiative égyptienne des droits personnels. C'est très symbolique, puisque quelques heures avant que le président al-Sisi ne vienne en France, 3 de ses leaders, dont son président, Gasser Abdel Razek, ont été libérés. Et ça s'est un petit peu vu, ou en tout cas ça a été un petit peu trop ostensible. Il reste néanmoins des prisonniers d'opinion dont on se préoccupe. Ça a été évoqué lors de la conférence de presse, notamment le fils de l'ancien Premier ministre libanais, Rami Chat, qui a un caractère un peu important, enfin particulièrement symbolique pour nous, premièrement parce qu'il a épousé une Française, une chercheuse française en relations internationales, et puis tout simplement parce qu'il était un militant des droits de l'homme, mais un militant des droits de l'homme très respectueux des institutions, puisqu'il avait même créé, avec un ancien prix Nobel de la paix, Mohamed Al-Baradei, le parti de la Constitution. Donc cette visite est d'une certaine façon paradoxale. Il n'y a pas eu de grand contrat, il y en a eu symboliquement. On a tout fait pour en minorer l'importance. D'ailleurs, symboliquement, si vous allez sur le site de la présidence de la République, vous verrez aucun agenda officiel. Et pourtant, le président al-Sisi a été reçu à la mairie de Paris par Anne Hidalgo, par Gérard Larcher au Sénat, par le président Ferrand à l'Assemblée nationale. Il a fait un hommage, et je crois qu'il faut lui rendre justice pour cela, pour les victimes des attentats de 2015. Il a effectivement aussi honoré la tombe du soldat inconnu, mais tout ça fait partie du protocole. Néanmoins, ce qui était singulier, c'est qu'on n'en a pas eu vent trop médiatiquement parlant de manière institutionnelle, alors même qu'en Égypte, il y a eu une surabondance de médiatisation. Ah oui.
minute par minute, toutes les images de la visite du président Al-Sisi dans toutes les institutions que j'ai citées étaient mentionnées, alors que sur l'Élysée, j'ai fait moi-même cet exercice. Pourquoi d'ailleurs, Emmanuel? Pourquoi? Sans doute parce que la question des droits de l'homme perturbe notre relation. Il faut avoir à l'esprit que c'est l'acte 3 de la relation entre nos deux pays. Au début, Emmanuel Macron accueille le président Al-Sisi en octobre 2017 et il a ces phrases fortes en disant « c'est dans l'intérêt de l'Égypte de valoriser, de prendre en compte la force et la vivacité de sa société civile ». C'est à peu près les mots qu'il a utilisés. Deuxième acte, le président Macron est invité en Égypte et il prononce cette phrase devant la communauté française un peu étonnée en disant « ce n'est pas à moi à donner des leçons de démocratie, je ne suis pas égyptien » et d'une certaine façon invitant à la prudence. Troisième acte, et nous y sommes là maintenant, à un moment ou à un autre, il faut savoir si ce régime est pire que celui de Hosni Moubarak, phrase que le président Emmanuel Macron avait déjà, je le répète, prononcée en octobre 2017. Donc moi, mon interrogation et la raison pour laquelle je vous en parle... Quelle est la question? Au-delà de l'importance stratégique, et c'est vrai que c'est indéniable que l'Égypte est un acteur important dans le monde arabe, vis-à-vis du soutien, j'espère, du soutien qui restera fidèle à l'image pan-arabe qui a toujours été celle de la République arabe d'Égypte, c'est tout simplement de dire si, oui ou non, la question des droits de l'homme doit être sacrifiée ou mise sous le tapis de nos relations internationales. Ça, c'est une bonne question. En d'autres mots, est-ce que l'idéologie doit s'effacer face à la réelle politique? Alors, qu'en pense Sabrina Sebaï? Tiens. Ouais, je pense que son parti politique a déjà une idée. Exactement. Nous, je pense qu'on s'est déjà exprimé sur l'accueil qui a été fait effectivement au président égyptien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, hein, Emmanuel. Sur le site de l'Élysée, il n'y a eu quasiment aucune information. D'ailleurs, il y a le quotidien qui a publié une vidéo en disant que pour la première fois, il fallait se rendre sur le site et sur les informations égyptiennes en fait, pour suivre la visite du président égyptien en France. Et moi, c'est là où j'ai découvert justement les visites, où il a été accueilli par Madame Hidalgo, donc maire de Paris, où il y a eu toutes les visites officielles à l'Élysée, y compris. Donc, est-ce qu'on est gêné? Est-ce qu'il y a une forme de gêne, de honte d'avoir reçu finalement ce président en grande pompe, alors qu'effectivement, il y a la question fondamentale des droits de l'homme qui vient sur le devant de la scène, et le fait que la conditionnalité n'est plus appliquée, et que je crois que Emmanuel Macron parle de dialogue exigeant vis-à-vis des partenaires internationaux, alors que normalement, on parle bien de conditionnalité quand on accueille des chefs d'État sur la question des droits de l'homme. Donc moi, je suis pour effectivement que cette conditionnalité soit appliquée pour des chefs d'État qui ne respectent pas les droits de l'homme dans leur pays. Donc, de répondre juste avant, de redonner la parole à Nadir, pour rebondir sur ce que vient de dire Sabrina, ça c'est un élément fondamental dont on a peu fait écho pendant la visite présidentielle. Il y a aussi un effet géopolitique. Le président élu Joe Biden, s'est quand même exprimé en disant qu'à l'avenir, il conditionnerait l'aide annuelle de 1,3 milliard de dollars. Je peux pas faire plus, hein. Ça, je suis vraiment collé au micro. Non, c'est pas le fait que tu sois collé ou pas au micro, c'est un faux contact au niveau du fil. Le président Joe Biden a lui mis le pied dans le plat en disant que lui conditionnerait à l'avenir la continuation des ventes d'armes à l'Égypte à la question des droits de l'homme. Cyniquement, je me permets de rajouter que de toute façon, comme les États-Unis leur ont déjà tout vendu, c'est assez facile de le dire. Mais enfin, les mots ont été prononcés. C'est encore plus fort quand Angela Merkel a dit qu'elle ne vendrait plus d'armes à l'Égypte, comme du reste à l'Arabie Saoudite, si ces armes étaient utilisées au Yémen. Moi-même, venant de la sphère militaire, j'aurais souhaité que le président s'exprime de manière plus ouverte. Ça ne veut pas dire que je suis contre les exportations d'armes, je suis réaliste, mais néanmoins, l'utilisation des armes qui sont faites dans des conflits dans lesquels nous ne devrions pas être complices, le Yémen en particulier ou la Libye, m'interroge un peu. Nadir Kaya, est-ce qu'on peut faire des affaires finalement avec des pays comme l'Égypte par exemple en occultant la partie droits de l'homme? Alors, moi, je ne suis pas un expert comme mes deux collègues à côté de moi. Je ne suis pas un politique. Moi, en tant que simple citoyen, ce qui me désole, c'est qu'il n'y a plus de morale, en fin de compte. Et puis, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de morale quand on fait de la politique. Et ça, je pense qu'il ne faut pas être non plus un expert pour le comprendre. Ce qui est désolant, c'est qu'on a affaire à des politiques, que ce soit Macron ou d'autres, qui nous font la morale tous les jours sur notre façon de vivre, sur ce qu'on devrait faire au quotidien, sur comment se comporter, notamment avec cette loi contre le séparatisme ou toutes les lois de façon générale qu'ils nous mettent sur la table.
moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable d'imposer à nos politiques et notre gouvernement d'être en phase avec nos valeurs républicaines. Parce que si on était réellement en phase avec nos valeurs républicaines, on ferait en sorte qu'elles soient mises en pratique, même pour faire du business. Parce qu'on a suffisamment de richesses en France pour pouvoir vendre autre chose que des armes à ces pays qui sont, on ne va pas se le cacher, des dictatures. Je pense qu'Emmanuel Macron, si aujourd'hui le gouvernement a très peu communiqué dessus sur cette visite, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Lui-même le sait très bien. Emmanuel avait dit qu'il avait quand même évoqué certaines choses à une certaine période. Qui a des choses à se reprocher ? Emmanuel Macron ou le gouvernement et Emmanuel Macron le premier, parce que quand il le reçoit, c'est parce qu'il doit absolument faire du business. Donc c'est avant tout. C'est pour ça qu'il a pu dire dans certains propos, il a fait allusion à l'Égypte, au peuple, à cette nécessité d'écouter le peuple. Donc ça veut tout dire entre les lignes. Ça veut dire ok, mais le président il n'est pas là pour donner des leçons aux gens, il est là pour faire des affaires, pour vendre. Je te rappellerai qu'il n'a fait que ça avec l'histoire du Liban, quand il y a eu cette fameuse explosion où il s'est permis de s'ingérer de façon outrancieuse et honteuse dans un pays comme le Liban. Et de façon générale, autant on peut donner des conseils, apporter son soutien, mais il y a une façon de le faire et il y a une réalité. La réalité est tout autre. C'est ce qui me dérange aujourd'hui en France de façon générale. Très bien. On va accueillir Mehdi qui nous appelle et qui vous écoute, qui a écouté vos échanges tous les trois. Mehdi, bonjour. Bonjour. Comment ça va, mon Mehdi ? Ouais, ça va. Bon, ça va. alors, est-ce qu'on peut faire des affaires en occultant les droits de l'homme, comme ce qui s'est passé entre la France et l'Égypte ? Ouais, les droits de l'homme, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'un peu partout dans le monde, ils sont pas respectés. Il n'y a pas qu'en Égypte, il n'y a pas que... Enfin, ne parlons même pas de la France, parce que bon, en France, les droits de l'homme, quand on voit les gens qui sont éborgnés pour avoir manifesté. Bon, après, voilà, le contexte actuel international, aujourd'hui, le monde est devenu tout petit. Je pense que, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Et que, aujourd'hui, la France est confrontée à beaucoup de problèmes internationaux. On le voit partout dans le monde, elle est attaquée partout. Et qu'aujourd'hui, c'est pas facile pour elle de se faire respecter les droits de l'homme, déjà commencer sur son territoire, et que aujourd'hui la pensée bienfaisante et belle et toute propre de la France qu'on avait à l'époque, il y a 30-40 ans, je pense qu'il faut la mettre un petit peu de côté pendant quelques années, parce que là, ce qui va arriver après la crise comme on est en train de vivre là, on va avoir la France aura beaucoup de soucis à régler national et dans l'international surtout. Merci mon Mehdi pour cette vision un peu négative des choses. Je ne sais pas s'il faille comparer la situation de l'Égypte avec la France. On n'enferme pas des gens, sauf erreur de ma part, on n'enferme pas des gens pour délit d'opinion ici en France. Je ne crois pas en tout cas. Voilà. Pas encore. Non, on les éborgne, on leur arrache les mains. Non, mais d'accord, mais... On les méprise, mais c'est tout, quoi. Oui, mais d'accord, mais c'est pas la même chose, quand même. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de comparaison, c'est évident. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais évidemment, il n'y a pas de comparaison. Mais ça ne veut pas dire que tout est propre, attention. Il faudrait réinterroger le rôle de la diplomatie française à l'échelle internationale qui a subi un recul sans précédent. Emmanuel nous a fait un excellent papier l'autre fois. Je pense que c'est très important ce que Sabrina Nadir vient de dire, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une charte très claire et qu'on ne soit pas dans le deux poids deux mesures. Moi, je travaille beaucoup sur les questions africaines. Moi, j'aurais souhaité que le président Emmanuel Macron soit autant dans l'ingérence qu'il a été au Liban qu'en Guinée, où là, effectivement, ça se justifie. Alors moi, si je peux me permettre, une charte pour faire quoi encore ? Il suffit de regarder un petit peu les business. Valeurs de la France, et notamment son repère historique de par la Déclaration des droits de l'homme. Tout est dedans. Si on lit simplement ce qui est dit, et preuve en est, la plupart de beaucoup de pays se sont inspirés aussi de cette déclaration des droits de l'homme pour vivre et pour établir des politiques dans leur pays. Aujourd'hui, il faut simplement se référer à ça. Oui. Il faut être en phase avec ce qu'on prétend être. La France a quand même été un phare pendant des années auprès de certains pays qui aspiraient à une certaine liberté. Je ne parle pas de démocratie, parce que la démocratie française, elle est propre à la France, mais à une certaine liberté, notamment d'opinion, liberté politique. Et donc, c'était un exemple pour beaucoup de pays, mais aujourd'hui,
on voit qu'elle est complètement en recul total avec ses valeurs. On l'a vu au niveau national, on a parlé des gilets jaunes et tout ça, mais au niveau de l'international, il y a aussi des répercussions. Donc à un moment donné, il ne faut pas être naïf. Les peuples et les dirigeants voient aussi la France reculer à ce niveau-là, Ouais. et c'est ce qui nous pose préjudice au niveau de l'international. Bon, en tout cas, c'est une très bonne question posée par Emmanuel. Et avant que j'ai fui interrompu par Nadir, ou Sabrina, je sais plus. Mais en tout cas, je voulais juste rappeler que Emmanuel Dupuis avait fait un excellent papier il y a quelques semaines sur la diplomatie française, en expliquant en quoi cette diplomatie française était à la rue depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, notamment en 2017. Si je ne travestis aucun de tes propos, Emmanuel, évidemment. Oui, alors je sais pas si on m'entend. Non, on t'entend pas. Là, voilà. Non, mais après, moi, je peux rajouter une chose. Il faut pas oublier que pour une diplomatie... On a mis aujourd'hui en sorte que tu ne parles pas, Emmanuel. Je crois que il y a une censure opérée. Il y a un complot. Un peu égyptien aujourd'hui. Voilà, c'est bon, ça y est. C'est ça, il y a une censure égyptienne. T'as parlé d'El Sisi, tout ça, voilà. Bon. Le câble. Merci, monsieur. Voilà ce qu'il faut faire pour la France. Voilà. Remettre le câble. Ou le cap. Remettons le cap. Il faut brancher. Oui, Emmanuel. Pour compléter le propos, il y a la raison d'État, ça c'est important. Oui. Et il y a effectivement le comportement des sociétés qui sont à l'exportation, à l'international. C'est pas la même chose. C'est vrai que la stricte observation de la charte des droits de l'homme et qui fonde les Nations Unies devrait suffire. Néanmoins, il y a des entreprises dont l'actionnariat n'est plus que français, c'est un élément important aussi. Oui, oui. Il y a des compagnies qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles, la même éthique. Oui, qui sont internationales. Donc il suffit de prendre Airbus. Airbus est franco-allemand. Européen, et donc franco-allemand et espagnol, mais principalement franco-allemand. Et donc il y a des différences d'appréciation. Et là, on est au cœur du problème. Certains disent qu'Airbus ne doit pas vendre à l'Allemagne. Et les Français disent, oui, mais attention, nous, on n'est pas du tout dans la même logique. Donc je pense qu'il y a une clarification à faire. Et c'est dans ce sens-là que je disais qu'il faut une charte que tout le monde respecte avec des critères qui sont ceux d'aujourd'hui. Ouais, on voit déjà l'état de l'Europe aujourd'hui, on a déjà du mal à harmoniser. Mais c'est pas forcément qu'au niveau européen. Ça peut être bilatéral quand les entreprises sont franco-allemandes, c'est le cas d'Airbus ou de KMW, donc pour les matériels terrestres, mais ça peut être le cas aussi d'autres entreprises, notamment quand il y a des consortiums entre Alstom et Siemens. Alstom et Siemens devrait être un très bon exemple, puisque la France a obtenu le métro du Caire, le contrat du métro du Caire. On pourra évoquer la question du nucléaire. Alors, la question nucléaire est autre, puisque... Alors, je me permets d'en parler, c'est forcément un sujet qui convient, qui est dans l'écosystème et dans l'ADN des Verts. Alors, il se trouve que vis-à-vis de l'Égypte, on a été totalement dépassé, puisque là, ce sont des acteurs internationaux qui n'ont pas forcément la même éthique, qui ont vendu des centrales nucléaires. Je pense notamment à la Russie, qui en a vendu 2. Juste une petite parenthèse, mon Emmanuel. Quand sans aucune Sabrina Sebaï parle, elle ne parle pas qu'au nom du parti, elle parle aussi au nom de Sabrina Sebaï. J'espère que vous avez cette liberté, vous qui faites partie de partis politiques. Je corrige mon propos. Je sais le regard distancé, interrogatif sur la place du nucléaire en France de la part de Sabrina, mais je sais aussi la position à l'égard de la nécessité de développer les alternatives à l'énergie nucléaire, alors qu'il y a 2 jours, le président Emmanuel Macron a semblé revaloriser la filière nucléaire, ou l'excellence, comme il l'appelle, de la filière nucléaire française. Je ne pense pas que, Sabrina, tu partages à 100% toutes les idées de ton parti, même si tu en fais partie. Bah oui, après il y a toujours une liberté dans un parti quand on milite, il y a toujours des choses avec lesquelles tu n'es pas forcément en accord, mais là pour le coup sur le nucléaire, je suis parfaitement sur la ligne. Vous êtes d'accord. Dans un instant, le zapping, et on va parler du préfet l'allemand. Il paraît que c'est un danger pour les Parisiens. C'est la question qu'on vous pose. Il y a eu un appel, en tout cas 70 élus qui ont lancé un appel dans ce sens, à ce qu'ils partent, oui, tout simplement, j'allais chercher un autre mot, mais à ce qu'ils démissionnent, à ce qu'ils puissent être démissionnés aussi. Bref, quoi qu'il en soit, il représente, cela dit, un danger pour les Parisiens. Est-ce que vous partagez, vous, cet appel ? 97% ont répondu oui sur Twitter, le grand forum FM2. Et vous, qu'en pensez-vous ? 01 40 33 9000, avant que nous parlions tout à l'heure du racisme dans le foot, au lendemain d'une soirée inédite au Parc des Princes. C'est normal, tout ce qui se passe au Parc des Princes, c'est de toute façon de facto inédit. À tout de suite.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb de Le Grand Forum, tous les jours de 16h à 18h, avec aujourd'hui Madame Sabrina Sebahi, Monsieur Nadir Kaya et Monsieur Emmanuel Dupuis sont avec nous aujourd'hui. Et un petit zapping avant de parler du préfet l'allemand, en commençant par vous faire écouter cet extrait qui vous certainement vous fera réagir. Les policiers qui sont dans la rue, la fracture qui se creuse avec Emmanuel Macron, ils ont manifesté, écoutez. Ils continuent de se mobiliser. Hier soir à Créteil, une quarantaine de policiers se sont réunis devant la préfecture de police pour réclamer plus de considération de la part de l'État. Le Beauvau de la police, annoncé par le président de la République lui-même, ne suffit pas à calmer leur colère. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, mais très peu de choses concrètes qui sont réalisées derrière. C'est surtout que c'est des paroles et c'est au mois de janvier, on est au mois de décembre, c'est maintenant qu'on veut des solutions. Le syndicat Alliance, venu apporter son soutien aux policiers, a déjà annoncé qu'il ne participerait pas à ces réunions. Il réclame des actes concrets, des moyens pour améliorer les conditions d'exercice des policiers. Il faut passer à la police du 21e siècle avec des locaux neufs, avec des véhicules neufs, avec un armement suffisant. Mais au-delà de ça, il faut avoir derrière une réponse pénale aussi qui soit adaptée. Les policiers ont déjà prévu d'autres actions dans les jours à venir. Le ministre de l'Intérieur les recevra le 18 décembre prochain. Voilà pour la colère des policiers. Après le Ségur de la santé, voici le Beauvau de la police. Bon, on n'en finit pas avec les belles petites formules. Les policiers en colère, pour le coup, les vrais policiers en colère, hein, je parle pas du syndicat. Ça t'évoque quoi, mon Nadir? On les comprend un peu, non, quand même? Par rapport à leurs conditions, oui, effectivement. Oui. Moi qui est très critique sur certains policiers, notamment ceux qui nous imposent une certaine violence policière dans les quartiers depuis toujours. Mais de façon globale, par rapport à la police, évidemment qu'elle a besoin de vrais moyens pour faire sa mission correctement. Mais là aussi, encore une fois, le gouvernement est assez hypocrite dans ses propos, parce que même si Darmanin nous fait croire que c'est le premier policier qui soutient la police, lui aussi ne le défend pas au point de mettre en place réellement une politique qui répondrait à leurs attentes depuis des années, ne serait-ce en termes de moyens financiers, même pas simplement humains. On a évoqué les commissariats qui, pour la plupart d'entre eux, sont dans des états déplorables et même honteux pour un pays comme la France. Mais il y a aussi leurs véhicules, éventuellement les armes pour certains, mais les véhicules sont dépassés ou pour certains, ils sont manquants. Et là, c'est honteux parce qu'on ne peut pas dire que la police est républicaine et d'un côté, ne pas lui donner les moyens de répondre à sa mission première. Tu la comprends, cette colère policière, Emmanuel? Oui, moi je la comprends. Je la comprends, mais attention, la violence policière est pour l'instant un peu manipulée par les syndicats. Hein. Ce sont les syndicats qui appellent aux manifestations. Et Alors moi je parlais pas de celle-ci, hein. je parlais de la police en général. Oui, non, mais moi je parlais par rapport au fait que certains soutiennent. En général, moi je suis effectivement d'accord sur l'idée qu'il faille évidemment permettre à la police de faire son métier, et pour qu'elle puisse faire son métier, il faut qu'elle ait les conditions saines et dignes de le faire. Néanmoins, la question n'est pas tellement les conditions de la police, mais la relation que la police a avec son ministre de l'Intérieur. C'est ça dont il s'agit, principalement. Et là, je pense que les policiers ont raison de s'offusquer d'une hyper-politisation du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a toujours été un tremplin présidentiel, on l'a vu avec les prédécesseurs, mais néanmoins, ça n'excuse pas tout, et à un moment ou à un autre, il faut savoir où se situe le curseur, et in fine, quelle est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit couvrir des agissements qui sont répréhensibles par ailleurs, et qui sont d'ailleurs judiciairement répréhensibles, et c'est très bien que ce soit ainsi, mais c'est aussi, doivent être aussi réprimés au niveau administratif. Et jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, jusqu'à présent, et preuve du contraire, je ne crois pas que ce soit totalement une politique que défend le ministre. Sabrina Sebahi, les conditions les conditions de travail des policiers sont déplorables, hein, il faut le dire. Bah oui, mais ça fait plusieurs années qu'on le dit et qu'on le dénonce depuis d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui avait supprimé des postes. Moi j'avais dit un peu cyniquement, on a assisté à une clochardisation de notre police nationale au fur et à mesure des présidents et des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés avec baisse des moyens, des effectifs. On peut reposer la question de la formation aujourd'hui des policiers, parce qu'on évoque les violences policières, mais on évoque les conditions de travail, la formation, les moyens qui sont mis à disposition, ça a été évoqué. Moi, je vous rappelle quand même, à l'époque où on avait évoqué le récépissé de contrôle au faciès, l'une des réponses avait été de dire on n'a pas les moyens d'acheter des bics pour faire les récépissés. Il y avait même eu une campagne, un bic pour la police. Enfin voilà, on est vraiment dans des logiques où effectivement on a détruit le service public
de manière générale, que ce soit les hôpitaux, et c'est pas le Ségur de la santé qui va arranger quoi que ce soit, l'éducation nationale, la police, la justice, enfin vraiment on est dans une logique qui continue vers un système de privatisation, et d'ailleurs on le voit de plus en plus sur la sécurité, puisqu'on est en train de la loi sécurité globale qui transfère des compétences au secteur privé sur la question de la sécurité publique, et pareil dans l'éducation, dans la santé, on est vraiment sur une logique de privatisation qui va tout à fait avec le libéralisme qui est porté par Emmanuel Macron aujourd'hui dans son gouvernement. Donc moi, je comprends les policiers aujourd'hui qui se battent pour avoir des meilleures conditions de travail. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi regarder ce qui ne va pas dans son institution et dans son corps de profession. Et c'est vrai que là, les dernières vidéos et tout ce qui s'est passé, mais c'était déjà le cas bien avant, sauf qu'on en parlait peut-être moins. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, ce n'est plus possible de fermer les yeux sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, je ne sais pas... si vous avez vu, mais il y a une séquence intéressante puisque Monsieur Lallemand a octroyé la protection fonctionnelle aux policiers qui sont... On va en parler dans un instant. Voilà. C'était prévu dans le zapping. Et ben alors, on en parle, mais là, juste c'est très intéressant. Les infos de 17h, puisqu'il est 17h et vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y être avec Clément Dontard pour l'actualité. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il dit vouloir s'attaquer à l'idéologie pernicieuse de l'islamisme radical. Jean Castex, entouré de plusieurs de ses ministres, a dévoilé cet après-midi les mesures du plan contre les séparatismes. À retenir un contrôle accru du fonctionnement et du financement des associations et des lieux de culte, mais aussi la lutte contre la polygamie et les mariages forcés. Le Premier ministre précise qu'il ne s'agit pas d'un texte contre les religions, ni contre la religion musulmane en particulier. Les stations de ski sont fébriles. Elles devraient savoir aujourd'hui si elles pourront rouvrir les remontées mécaniques pour les fêtes de Noël. C'est au Conseil d'État de rendre sa décision. 6 régions et 15 départements espèrent que la plus haute juridiction administrative retoque la décision du gouvernement. Va-t-on être déconfiné le 15 décembre ? Le doute est permis alors que les chiffres du coronavirus ne sont pas bons. Plusieurs options seraient à l'étude, notamment un couvre-feu plus strict à partir de 19h au lieu de 21h. Fin du suspense demain avec la prise de parole de Jean Castex. En parallèle, le vaccin Pfizer-BioNTech est déconseillé au Royaume-Uni en cas d'importantes allergies. Recommandation des autorités sanitaires britanniques. 2 personnes ayant eu dans le passé d'importantes réactions allergiques ont mal réagi aux premières injections. C'est l'un des effets du confinement. Le nombre de morts a fortement baissé le mois dernier sur les routes de France, moins 34% par rapport à la même période l'an passé, 87 décès en moins sur un an. En revanche, la mortalité des cyclistes et des conducteurs de 2 roues motorisés reste stable. En foot, le match entre le PSG et les Turcs de Başakşehir en Ligue des Champions va reprendre en début de soirée à 18h55. La rencontre a été interrompue hier soir après des propos racistes tenus par le 4e arbitre. L'UEFA a ouvert une enquête. À noter que l'OM joue sur la pelouse de Manchester City à 21h. Les Marseillais peuvent encore finir 3e et se qualifier en Ligue Europa. Et puis 2 départements du sud-ouest placés en vigilance orange, les Landes pour les crues et les Pyrénées-Atlantiques pour des risques d'avalanche. Météo France appelle à la prudence. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente fin d'après-midi. Merci Clément, à tout à l'heure 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Couvre-feu à 19h les enfants. Vous êtes prêts à ça vous ? Je crois qu'ils avaient déjà lancé le 17h il y a 2 jours. Bah, c'était pour faire accepter le 19h. Ouais, voilà, c'est ça. Toujours pareil. C'est le scénario qui s'est passé à La Réunion d'ailleurs. Ils avaient commencé à 19h, après ils sont passés à 17h. On verra, en tout cas réponse demain. C'est le Premier ministre qui a la réponse à cette question demain, donc sur France Maghreb 2. Alors, on en parlait tout à l'heure, Sabrina a un petit peu vendu la mèche de Michel Zecler, et les policiers mis en cause recevront une aide de l'État. C'est ce qu'on a appris. La protection fonctionnelle, une aide octroyée par la préfecture de police aux agents poursuivis en justice dans le cadre de leurs fonctions et qui implique la prise en charge des frais d'avocat par l'administration. Pour certains élus, accorder cette protection aux 4 policiers mis en examen dans l'affaire Zecler relève du scandale. La façon de s'en prendre à une personne de cette manière-là, de manière aussi disproportionnée, en plus en mentant au départ, puisque je vous rappelle que tant que les images ont été diffusées dans la presse, personne n'a jamais rien su de cette affaire. Il y a une accumulation de choses qui, moi, me fait définir ça pour un délit et non pas une faute professionnelle. Et à partir de là, je vois pas pourquoi l'argent public irait protéger ces fonctionnaires. L'aide peut être refusée si l'administration estime que les fonctionnaires ont commis une faute personnelle, ce qu'elle n'a pas retenu pour les 4 policiers. Une faute personnelle, c'est une faute soit détachable du service, par exemple quelqu'un qui est alcoolisé. C'est par exemple une faute, je dirais, strictement personnelle, quelqu'un qui va voler. C'est pas parce que la protection fonctionnelle est accordée
que l'administration cautionne les faits qui ont été commis. Cette protection peut d'ailleurs être annulée en fonction des conclusions de l'enquête en cours. L'administration peut même réclamer aux 4 policiers le remboursement des frais de justice engagés. C'est incroyable quand même quand on entend ça, non, Sabrina ? Ah bah oui, c'est plus qu'incroyable. Déjà, ça veut dire qu'on exclut, de fait, puisqu'ils font la protection fonctionnelle, donc la faute personnelle. Et donc, pour moi, en fait, derrière, ce que ça renvoie, c'est qu'ils reconnaissent quelque part qu'il y a un problème systémique dans la police nationale et dans l'institution, puisque finalement, on accorde la protection fonctionnelle à des policiers malgré la gravité et la violence des vidéos qu'on a pu observer. Donc, moi, je trouve ça extrêmement grave, oui, qu'on accorde cette protection fonctionnelle à ces policiers, parce que ça voudrait dire que c'est dans le cadre de leur mission de protection de biens et de personnes qu'ils ont tabassé ce monsieur dans son studio. C'est choquant, Emmanuel Dupuis ? Oui, moi je suis absolument d'accord avec Sabrina. Ça donne l'impression qu'il y a une continuité dans la mission du service public qui finalement respecte ou aurait respecté les conditions d'exercice. Et d'une certaine façon, en faisant cela, je vois un autre problème, c'est que cette question devrait être traitée judiciairement. Et d'une certaine façon, ça donne l'impression qu'il y a aussi une réponse administrative qui semble pencher nettement en faveur de ceux que la justice pourrait sanctionner. Mais est-ce qu'on attend quelque chose de l'IGPN ? Oui, c'est ça le truc. C'est toute la question, parce que depuis... Oui, alors l'audit de l'IGPN pourra prendre beaucoup plus longtemps que le traitement judiciaire aussi. Mais il faut dissoudre l'IGPN, il faut arrêter avec ça. Non, mais pourquoi elle donne simplement un avis, elle ne substitue pas la justice, elle ne prend pas des mesures quand il y a un problème. Donc, elle peut prendre des mesures disciplinaires. Elle peut prendre des mesures disciplinaires, ils ont quand même un pouvoir d'enquête, c'est des policiers... Oui, mais ils n'ont pas de... Oui, mais d'accord, mais il a raison de dire. Oui, mais bien sûr. C'est tout, mais ils ne peuvent pas sanctionner. Ils ne peuvent pas aller au-delà, par exemple. Non, ça démontre cette histoire-là que l'État a toujours été complice et a même couvert ces policiers-là. Moi, je rappellerai, et je le redis parce qu'il y a des gens qui l'oublient, avec le collectif Stop Contrôle aux Faciès, on a fait condamner l'État pour des contrôles aux faciès abusifs qui émanaient de postures discriminatoires. Donc c'est une réalité qui existe, qui a toujours existé au sein de la police. Donc aujourd'hui, on les découvre. Certes, c'est peut-être nouveau. Est-ce que c'est étonnant, Nadir, aujourd'hui, d'entendre ça ? Est-ce que c'est étonnant ? Sur le fait que des policiers peuvent être aidés d'un point de vue financier. Ouais. Mais bien sûr que c'est étonnant. Mais bon, moi en tant que syndicaliste, normalement pour les gens qui sont donc de gauche. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça aussi. Moi, je suis un paradoxe vivant. Je suis syndicaliste, mais je suis pas de gauche et encore moins de droite. Mais si c'est des salariés qui appartiennent à un syndicat, ils peuvent obtenir une aide juridique. Après, dans ce cas de figure-là, si c'est des gens qui ont été filmés en train de tabasser quelqu'un, c'est vrai que moi, le premier syndicaliste, je les soutiendrai pas, ces gens-là. Très bien. Bon, alors, autre hasard du calendrier, je ne sais pas s'il faut parler de hasard, c'est ce projet de loi présenté au Conseil des ministres, ce loi séparatisme, qui tombe d'ailleurs le jour de l'anniversaire de la séparation de l'État et de l'Église. L'ont-ils fait exprès ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont prêts à aller jusque-là ? Écoutez. Premier point de crispation, le changement de nom du projet de loi. On ne parle plus désormais de séparatisme, mais du projet de loi confortant les principes républicains. L'islamisme, c'est bien le terme qu'il faut employer. Il semble bien aujourd'hui que ce texte ne comporte même pas ce simple mot. Loin de l'union nationale souhaitée après l'assassinat de Samuel Paty, l'article 25 de ce projet de loi pourrait aussi faire débat. Il concerne la création d'un nouveau délit pour réprimer la haine en ligne et des sanctions spécifiques pour les pressions exercées sur des agents de l'État ou des élus. Autre sujet sensible, celui de l'instruction à domicile, notamment après les réserves émises par le Conseil d'État. Il ne s'agit pas de supprimer totalement l'instruction à domicile, mais de faire en sorte qu'elle soit davantage encadrée, mieux autorisée et mieux contrôlée, pour qu'elle ne soit pas justement un motif à un séparatisme, c'est-à-dire à une instruction qui se ferait exclusivement sur la base de concepts religieux pour échapper à l'école de la République. La majorité devra aussi faire face aux offensives de la droite et de l'extrême droite, qui déplorent notamment qu'il n'y ait rien sur l'immigration. Marlène Schiappa a annoncé tout à l'heure, c'est une sacrée nouvelle les enfants, que toute personne qui aurait un titre de séjour et qui serait polygame se verrait retirer tout de suite son titre de séjour et que nous ne pouvons pas accueillir sur notre territoire des polygames. Il me semble d'ailleurs que
c'est d'ores et déjà interdit, donc je ne vois pas pourquoi il faille le rajouter dans ce qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Est-ce que tu crois, Emmanuel, qu'ils l'ont fait exprès aujourd'hui, de le faire aujourd'hui, à l'anniversaire oui? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ça a été fait exprès. Si, c'est symbolique, justement. C'est là où on peut peut-être entrer dans le débat. Ouais. Moi, je suis toujours, ayant quand même une matrice constitutionnelle et juridique, assez étonné qu'on doive faire des lois pour réaffirmer la prégnance des lois déjà existantes. Oui, c'est ça. C'est ça trop qui de me lois choque. tuent les lois, des fois. Hein. Au-delà du symbole de cette loi ou de l'utilité de la loi, et au-delà de la manière dont la loi existe maintenant et dont elle sera, encore une fois, totalement... elle ne sera pas totalement la même que celle qui existe aujourd'hui. Enfin, il faut quand même rappeler, on l'a déjà dit ici, le projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres ne sera pas la loi telle qu'elle sortira, ratifiée et oui, ça décrétée. c'est important de le rappeler. C'est très important de le rappeler parce que une loi est un processus. Hein, le gouvernement propose et les parlementaires disposent. Alors évidemment, ils disposent selon des logiques politiques. Ouais, ils disposent pas vraiment parce que c'est la tendance. Le processus, c'est le projet de loi. Ouais, le processus, la loi, quand c'est un projet de loi c'est et une entre loi qui est finie, qui est complètement entre la loi organique et la loi qui est décrétée et le projet de loi, il y a quand même beaucoup de déconstruction, beaucoup de réécriture et le jeu des amendements et c'est sain. Pourra peut-être rappeler un certain nombre de réalités, le fait qu'il n'y a pas besoin de préciser de manière législative l'interdiction de la polygamie, c'est inscrit déjà dans notre constitution. Oui, pourquoi le rappeler? Pourquoi François Hollande l'a échappé belle alors en fin de compte. Il n'était pas marié du tout. Et puis après, pas marié lui, c'est pas pareil. Après, au-delà du jeu, moi qu'il ait fait le halal, mais on n'était pas au courant. Au-delà du jeu parlementaire, il y a évidemment la sacralité de la constitutionnalité de cette loi. Et là, je suis très sceptique vu et la manière dont certains articles sont écrits que la totalité passe devant le Conseil constitutionnel. Alors après. Peut-être y a-t-il une tactique de la part de ceux qui ont fait la loi pour qu'in fine on leur dise attendez, nous on a fait la loi, c'est pas nous qui sommes coupables, ou alors, comme ça a été le cas avec la loi Avia, là je serai encore plus cynique, on balance la loi parce qu'on sait qu'elle ne passera pas totalement. Alors ce hasard du calendrier, donc pour Emmanuel, il ne l'exclut pas, bien au contraire, il le trouve même logique cette communication. Nadir Kaya sur le fait justement que ce projet de loi qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres, est-ce que ça vise à rassurer ou est-ce que ça multiplie les inquiétudes autour de ce projet de loi? Alors pour moi déjà, il y a Tarek qui est juste là qui m'a soufflé qu'on était mercredi, hein, donc les projets de loi... ça se passait en général le mercredi, notamment avec le... Ah oui, voilà. Que ce soit après le Conseil des ministres, voilà, c'est bien. Conseil des ministres, donc automatiquement... Je me permets juste... Mais bon, je pense quand même qu'il y a quand même... Un Conseil de défense aussi. Hein. Tout à fait. Le combien là? On en est à combien? 48, 50? On doit pas loin de 50. 50 conseils de défense depuis l'arrivée de Macron en 2017. Alors pour moi, sans rentrer dans les détails de la loi, parce que je pensais être comme 99% des Français, je n'ai pas lu la totalité, même pratiquement pas la loi, juste eu des petits morceaux en fonction de l'actualité des débats des uns et des autres. Moi, ce qui me désole, c'est que c'est toujours pareil. Il y a la réalité et les besoins, l'espoir que les Français fondent sur les politiques, c'est-à-dire de répondre à leurs vrais problèmes de tous les jours. Et des lois comme ça, notamment quand on parle de polygamie, on ne voit pas le rapport avec la réalité d'aujourd'hui, notamment sur le terrorisme. Oui. Parce que cette loi... Ah bah si, quelqu'un qui est polygame serait forcément terroriste, a priori. Ah bah je sais pas, aujourd'hui tout est possible. Je suis cynique, on peut tout lier. Non mais oui, t'es cynique, mais oui. Bon, ça fait rire. Mais attends, il y a quelques années ou quelques temps, on aurait pu parler de la polygamie dans une optique d'une loi comme ça, on aurait pu en rigoler. Mais aujourd'hui, fait de constater qu'il y a une loi qui parle de polygamie. Donc voilà. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe, je suis malheureux. Je me dis, est-ce qu'il faut être un article, mais bon, oui. Cet article de loi de façon générale, je me dis, est-ce qu'il faut être... Il risque de disparaître, hein, peut-être. Ouais, mais je me dis, est-ce qu'il faut être malheureusement musulman pour comprendre que c'est une loi qui va globalement nous impacter. C'est ça qui me désole en France. On parle de séparatisme, mais quelque part, on nous sépare de façon obligatoire des autres Français, parce que cette loi, quand on parle de polygamie, on pense bien, et puis ils en ont parlé dans certains débats aussi, ça concerne les musulmans, parce qu'on fait croire qu'il n'y a que les musulmans qui pratiquent la polygamie, ou une certaine minorité de la communauté musulmane, et c'est totalement faux. Je te parlais tout à l'heure en rigolant, mais c'est une réalité, de François Hollande, parce qu'on n'appelle pas ça comme ça. Tu me disais tout à l'heure, oui, mais il faut être marié, mais la polygamie, quand aujourd'hui en France, il y a des cas de figure où des personnes sont mariées. Ils sont mariés avec une femme, mais ils ne sont pas mariés avec l'autre.
ils peuvent être mariés avec l'autre. Mais c'est pas pareil, c'est pas de la polygamie là. Non, mais ça se passe comme ça. C'est de l'infidélité. Ils sont mariés religieusement, mais ils sont pas mariés devant la mairie civilement. Du polyamour, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est pour ça. Mariage arrangé. Non, mariage arrangé, c'est encore autre chose. Mais je te parle de la polygamie comme elle est décrite aujourd'hui, notamment Marlène Schiappa en a parlé, c'est dans ces mots-là. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, c'est une aberration de parler de ça sous le prétexte qu'on va faire une loi générale pour combattre les séparatismes ou le séparatisme ou alors l'islamisme. Déjà, là, même là, dès le départ, les choses sont mal définies. Sabrina Donc, c'est Sebaï. très compliqué à comprendre que cette loi va réellement répondre à des vraies attentes ou des besoins, notamment face au terrorisme. Oui. Bah écoute, c'est une grande spécialité française. À chaque problème, on fait une loi. Ouais, voilà. Ça, donc ça, c'est assez constant dans notre histoire. Donc le café je rappelle est pas bon, quand même, on change de café, voilà, il faut faire une loi. je rappelle quand même que sur les dernières années, je crois qu'on a dû voter une trentaine de lois sur le terrorisme, et que la dernière en date, je crois que c'est l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun. Donc c'est quand même un très haut niveau en termes de lutte contre le terrorisme. Donc cette loi contre le séparatisme. Enfin voilà, il y a des choses qui ont été dites. Sur la polygamie, c'est déjà inscrit. Sur la scolarisation des enfants à domicile, il y a déjà des règles très strictes sur ce sujet-là. Si on parle des enfants qui sont malades ou qui sont porteurs de handicap, et ben dans ce cas-là, je demanderai au gouvernement de mettre des moyens, notamment sur les AVS, dans les écoles, pour que les enfants qui sont porteurs de handicap puissent être scolarisés dans les écoles. Puisqu'ils y ont le droit, et aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc il y a aussi un déficit de l'État à ce niveau-là. Donc voilà, il y a plein de petits sujets comme ça qui s'empilent les uns aux autres. Moi, je dirais que cette date n'est pas choisie au hasard, pas parce qu'on est un mercredi, mais parce que ce gouvernement, il est peut-être pas bon dans plein de choses, notamment les questions de l'écologie. Mais dans la communication. Mais dans la communication, il faut leur reconnaître quand même qu'ils sont très bons. Oui. Donc je pense que c'est une date symbolique qui a été choisie effectivement en lien avec la loi de 1905. Mais voilà, après, sur les questions de sécurité, on voit bien depuis la nomination de Castex et de Darmanin qu'on est braqué sur les questions de sécurité, terrorisme, voilà, ça. Oui, mais en même temps, c'est ce que les Français médiatique. leur demandent, Sabrina. Pardon, mais les Français demandent ça. Mais est-ce que les Français demandent, ou est-ce qu'en fait on est dans une logique, en fait, où on communique tellement sur ce sujet-là. Il n'y a pas un jour qui passe dans les médias où on ne parle pas de sécurité. Il y a un prof qui a été décapité quand même. Oui, mais bien évidemment, mais la question du terrorisme, elle, si tu veux, en France, on en parle depuis des années. Ouais. Et aujourd'hui, alors moi je te dirais tout simplement, mais les services de renseignement qu'on a détricotés au fur et à mesure, tu vois, tout à l'heure on parlait de la police, mais en fait c'est toutes ces questions-là qu'il faut remettre sur la table. Et aujourd'hui, aller nous parler d'une loi contre le séparatisme pour traiter les questions de terrorisme, c'est faire un amalgame et mélanger un peu tout dans le même sujet, sans avoir de réponse concrète sur en fait l'enjeu qui est aujourd'hui cette lutte. Et puis moi j'ai envie de te dire, franchement, lutter contre les formes de terrorisme, d'intégrisme, tout ce qu'on peut connaître, mais il n'y a pas que l'islamisme, il faut élargir largement le champ de ce débat-là. Oui, il faut lutter contre toutes les formes d'intégrisme, il faut lutter contre toutes les formes de violence. Je veux faire l'avocat du diable, ce qui pose problème, c'est l'islamisme. On est clair. Les derniers attentats, c'est les islamistes. Absolument. Voilà. Mais non, mais faut le dire. J'ai l'impression que des fois, on a un peu de mal à dire. Il a disparu ce terme du texte de loi, tu vois bien. Donc, il est même pas indiqué dans la loi. Donc, oui, c'est vrai. Tu vois, donc en fait, on a parlé de beaucoup de choses. Et puis au final, on a détricoté petit à petit. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Emmanuel. Je pense qu'ils ont fait, en gros, ils ont fait le job. Ils ont posé le texte, puis après, s'ils passent pas, au moins ils pourront dire non, on a fait le boulot. Ils mettront la responsabilité sur les parlementaires qui ne sont pas conscients des dangers, et donc d'une certaine façon, c'est une façon de se défausser. Mehdi, bonjour. Ouais, bonjour à tous. Salut Mehdi, tu nous appelles d'où? De Lyon. De Lyon? Ah, très bien, c'est sympa là-bas, Lyon. Tu nous écoutes comment d'ailleurs à Lyon? Pardon? Tu nous écoutes comment à Lyon? Ah via l'appli France Maghreb. Ah très bien, très bien. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez la télécharger sur tous vos smartphones, que ce soit Android ou comment il s'appelle le truc là, Apple Store. France Maghreb 2, vous téléchargez, bravo. Donc tu conduis et tu écoutes la radio, c'est ça? Ouais, via l'appli, ouais. C'est très bien. Alors, mon Mehdi, on t'écoute. Écoute, déjà, le point qu'il faut faire remarquer déjà, c'est que quand on appelle France Maghreb 2, il n'y a pas de filtre, ça c'est nickel. Merci de le rappeler, c'est toujours utile. C'est rare. Ouais. Et en ce qui concerne le sujet abordé là, les gens, il y a déjà une crise financière sans précédent. Allô? Oui, on t'écoute, mais une crise financière sans précédent, tu nous disais, oui. Sans précédent, déjà, les gens, il y a beaucoup de... Parce que moi, je suis routier, et puis je regarde des fois, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est... Ils savent même pas comment ils vont gérer leur trésorerie dans les mois à venir. Ouais, les pauvres.
Et puis nous parle de loi de séparatisme, mais si et ça. Il faut déjà traiter déjà les sujets urgents, mais vraiment urgents financiers, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans le carreau, ils n'auront même pas de quoi payer à manger à leur gosse, quoi. Donc déjà, il y a ça, c'est un sujet à traiter en priorité. Et puis pour tout ce qui est sujet islamisme, mais si et ça, ok, il y a un problème. Mais le truc, c'est que comme vous disiez tout à l'heure, ça englobe tout, on mélange tout, on sait même pas qui fait quoi. Et du coup, il risque d'avoir des amalgames, quoi. Mon Mehdi, je peux me permettre, tu transportes quoi, toi? Je transporte tout ce qui est produits frais. Produits frais, d'accord. Donc toi, tu conduis un gros bolide. Ah bah oui, un 44 tonnes. Un 44 tonnes. 720. Ah ouais, bah écoute, bonne route, sois prudent, hein. Sois prudent. Bah attends, c'est grâce à lui qu'on a des produits frais dans les magasins. Merci, mon Mehdi. Tout à fait. Merci. À chaque fois que vous mangerez un yaourt, vous penserez à moi. Avec grand plaisir, très bien. Merci, Mami Nova, à bientôt. Salut, mon Mehdi. Un placement de produit. Bah oui, évidemment. Dans un instant, le préfet l'allemand. Le préfet l'allemand, il faut qu'il s'en aille, selon 70 élus. Et selon aussi les auditeurs de France Maghreb 2, visiblement, puisqu'on croit 97% ont répondu oui, parce qu'il est un danger pour les Parisiens. On en parle. Et on aura l'avis de vous, auditeurs, auditrices, et surtout de Sabrina, de Nadir et de Emmanuel. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec des débats très animés en antenne, c'est formidable. Merci d'être avec nous, avec Sabrina Sebaï, avec Monsieur Nadir Kaya, Emmanuel Dupuis, et bien entendu, vous, auditeurs, auditrices. On va parler du préfet l'allemand. Le préfet allemand, 70 élus ont demandé à ce qu'il parte parce qu'il représenterait, selon eux, un danger pour les Parisiens. Il a été extrêmement décrié dans justement les ordres sur sa gestion, effectivement, des différentes manifestations. On le juge très dur, avec des ordres qui peuvent peut-être mettre en danger aussi les policiers d'ailleurs en tant que tels, puisque les policiers reçoivent des ordres, ils n'agissent pas seuls. Et bien la question vous est posée clairement aujourd'hui, est-ce qu'il faut que le préfet allemand prenne des vacances? Monsieur Emmanuel Dupuis. Écoutez, moi je suis comme la majorité des auditeurs et comme du reste les personnes qui l'ont connu dans ses précédentes fonctions, assez dubitatifs sur le management personnel du préfet de police qui fut auparavant préfet de Gironde, de la région Aquitaine d'abord, enfin Gironde et tu peux rappeler la petite histoire lorsque Alain Juppé a appris que le préfet allemand allait être nommé en Gironde? Oui, en tant que président du Conseil constitutionnel, il s'en est offusqué. Oui, enfin offusqué d'une... Oui, en utilisant des mots... des termes un peu forts. En utilisant des mots un petit peu plus... oui. Nettement moins cavalier, si j'ose dire. C'est ça. Mais pour revenir à cette histoire du préfet... Moi, j'ai rien contre le préfet allemand. Ce qui m'étonne, c'est l'impunité dont bénéficie le préfet allemand. Le prédécesseur du préfet allemand, le préfet Michel Delpech, a été débarqué à cause de la polémique et d'une certaine façon le soutien tacite à Alexandre Benalla. Je m'étonne que, alors qu'il y a eu des manifestations... Il n'y a pas que ça. Pas que ça, Emmanuel. On lui reproche aussi... Oui, on lui reproche les aussi... des différentes manifestations, notamment le 1er décembre. On lui reproche aussi la destruction d'un certain nombre de biens publics sur les Champs-Élysées et donc la gestion du maintien de l'ordre. Il me semble quand même qu'entre l'arrivée du préfet allemand, qui je crois est arrivé en 2019, je crois, oui, en mars 2019, 18 mars 2019, et maintenant, il y a eu un certain nombre de critiques, et je crois assez légitimes, sur la manière dont le maintien de l'ordre a été assuré sur un certain nombre de manifestations. On n'est plus dans la logique des gilets jaunes, mais quand même. Moi, ce qui m'étonne aussi dans ces pétitions, c'est qu'on s'en prend au préfet de police, alors que le préfet de police n'est qu'un échelon administratif qui a un supérieur. Ce supérieur s'appelle le ministre de l'Intérieur. Oui. Donc, s'il faut démissionner quelqu'un ou demander des comptes, je serai comme Anne-Sophie Lapix, qui a été très insistant quand elle a interrogé le ministre de l'Intérieur, jusqu'au bout de la logique, la responsabilité politique, puisque le ministre l'a affirmé comme tel, en disant « je suis responsable des ordres que je donne ». À ce moment-là, ça veut dire que le préfet allemand ne fait qu'exécuter ses ordres. Exact. Et donc, c'est pas la démission du préfet allemand, mais c'est la démission du ministre de l'Intérieur. Donc, ces élus, Sabrina Sebaï, si j'en comprends et j'en conclus l'analyse de Emmanuel Dupuis, se trompent. C'est pas au préfet allemand qu'il faut demander de partir, c'est au ministre. Je me permets de préciser que ces mêmes élus ont été très insistants pour demander aussi en séance la démission du ministre de l'Intérieur. Bah oui, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que
Je pense qu'il y a une part de responsabilité quand même du préfet Lallement sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que tu l'as évoqué, la question du management. C'est le premier qui saute en cas de problème d'ailleurs, c'est le préfet souvent. Mais en fait, il y a d'abord, si tu veux, dans la chaîne de commandement, il y a la question politique, c'est-à-dire les ordres qu'il reçoit effectivement du ministère de l'Intérieur sur le volet politique. Ouais. Et de l'autre côté, tu as le management des forces de police tel que c'est fait aujourd'hui par le préfet. Donc il y a une responsabilité de la chaîne de commandement aujourd'hui. Ouais. C'est évident sur la question du maintien de l'ordre. Il y a eu, si tu veux, il y a eu une audition des gens sur la question du maintien de l'ordre, alors même que la loi avait déjà été discutée, présentée, votée. Enfin, il y avait un plan qui a été sorti. Donc on est dans une forme d'hypocrisie. Aujourd'hui, on ne réglera pas le problème du maintien de l'ordre de cette manière-là. Et par ailleurs, je suis désolée, les élus qui ont demandé effectivement la démission de M. Lallement avaient aussi demandé celle du ministre Darmanin. D'ailleurs, il l'avait aussi, pour certains d'entre eux, demandé au moment où il a été nommé ministre de l'Intérieur, puisqu'il avait été mis en examen pour viol. Et on avait... Enfin, moi, je fais partie de ceux qui avaient demandé sa démission à l'époque. Ce que je trouve peut-être un peu... le seul regret dans cette tribune, moi je la partage et je pense que je l'aurais signé sans souci, c'est que ça a été limité aux Parisiens, en indiquant que finalement ils mettaient la vie des Parisiens en danger. Je rappelle quand même que la préfecture de police, c'est pas que Paris, c'est aussi les 3 départements de la Petite Couronne, et les ordres qui sont donnés ont des impacts aussi sur le 92, le préfet, 93 et 94. Paris n'est pas le préfet du 93, oui. Sabrina. Le préfet de police de Paris a autorité sur Paris. A autorité sur les 3 départements de la Petite Couronne. Ah oui. Et en fait, il est au-dessus de ces préfets-là. Donc c'est le grand chef, quoi. Exactement. Et donc, en fait, il y a un impact, c'est-à-dire que quand on décide d'une stratégie, par exemple, mais pour donner un exemple, sur la mutualisation des commissariats, le préfet Lallement décide pour le Val-de-Marne, pour le 93 et pour le 91. Donc, en fait, voilà, il y a des impacts... non, sur le 92, pardon. Il y a des impacts sur la Petite Couronne parisienne, et je pense qu'il faut élargir, à mon avis, et je pense qu'il y a beaucoup d'élus en banlieue qui demanderaient également aujourd'hui la démission du préfet Lallement. Est-ce que Nadir Kaya ferait partie de ces gens-là? Pas en tant qu'élu, parce que tu ne l'es pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Une mauvaise gestion par rapport aux manifestations ou les violences policières en elles-mêmes? Notamment, la première chose, c'est les problèmes de maintien de l'ordre dans les manifestations. Et puis peut-être aussi par le fait aussi de couvrir ces différentes violences policières. On l'a vu à l'œuvre d'ailleurs pour l'affaire Michel Zecler. Il a quand même fait partie de ceux qui ont demandé à ce qu'on rembourse les frais judiciaires de ces policiers mis en cause. Donc, oui, mais bon, Christophe, comme l'a dit Emmanuel, il est qu'un maillon dans tout ça. Oui, c'est un maillon, on est d'accord. Faut pas oublier que Castaner avait sauté alors que lui était encore en place, si je me souviens bien. Donc, voilà, donc à un moment donné, il faut être cohérent. Si on alors soyons demander sa démission, c'est pas le préfet, c'est le ministre qui doit sauter donc. Non, et puis si on parle de sa gestion et aussi de son profil, donc aussi de son management, il faut pas oublier de savoir qui l'a recruté. Oui, mais donc là, à partir de là, tu peux aussi demander des comptes à ce niveau-là. C'est ce que tu fais quand on recherche un bon animateur radio, on fait appel à Christophe Fro. Quand on recherche un bon président d'association, on fait appel à Nadir Kaya. Quand le gouvernement décide de nommer le préfet Lallement, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent de lui, ce qu'ils attendent de lui. Ils connaissent son pédigré, son passé. Oui, d'autant plus que quand il y a un problème par rapport à cette personne-là, notamment s'il y a des choses réellement à lui reprocher d'un point de vue judiciaire, il faut prendre acte et le licencier. Mais là, apparemment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, lui reprocher sa façon de faire, c'est une chose. Maintenant, si on peut, sur le terrain judiciaire, lui reprocher des manquements ou des abus, là, le gouvernement devra prendre acte et effectivement l'exclure, le virer tout simplement, comme n'importe quel salarié d'une entreprise. Bon, en tout cas, vous répondez à la question. Je peux compléter le propos? Oui, tu peux évidemment compléter. Il y a un autre élément aussi dont on évite de parler, c'est cette fâcheuse tendance à oublier que la décentralisation existe dans notre beau pays. Et je pense que quand vous êtes un élu parisien et que vous n'avez pas la maîtrise de la sécurité publique, parce que c'est de la responsabilité organique de la préfecture de police, effectivement, on peut se poser des questions de la réalité démocratique où les citoyens parisiens en voudraient à la manière dont le maintien de l'ordre est assuré dans Paris, alors que les élus n'ont absolument aucune capacité d'y répondre, que ce soit les maires d'arrondissement, que ce soit la mairie de Paris. Il n'existe pas de police municipale à Paris, en tout cas il n'existe pas de police municipale encore, mais justement, s'il existe une police municipale, c'est pas tant qu'il faut qu'elle existe, il faut qu'elle soit
différemment gérée et pas sous l'autorité de la préfecture de police de Paris. Mais elle ne fera pas du maintien de l'ordre. La police municipale, on ne va pas lui donner des missions de maintien de l'ordre. Non. Là, ce sera le maire des arrondissements de gérer sa propre police, comme dans n'importe quelle Ce municipalité. ne sont pas les maires d'arrondissement, c'est la mairie de Paris. C'est la mairie de Paris. Les maires d'arrondissement n'ont pas cette responsabilité. Et c'est là où on peut se poser la question, encore une fois, de cette vieille habitude française, et on répond d'une certaine façon de tout centraliser et de verticaliser, alors que théoriquement, il faudrait détricoter un petit peu tout ça. Vous avez raison, tu as raison, pardon Christophe, de dire, c'est pas le ministre non plus qui doit être le lampiste, c'est la politique qui fait que Gérard Darmanin est ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, le ministre est lui aussi un maillon dans la chaîne. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. C'est pas au président à qui l'on devrait demander de démissionner, mais c'est à la politique qu'il mène et qui permet qui interroge sur le maintien de l'ordre que l'on peut se permettre d'interroger. Et là, pour le coup, il faut bien qu'il y ait une responsabilité politique, et la responsabilité politique, habituellement, elle est supérieure à la responsabilité administrative. Le préfet l'allemand est le plus haut échelon de la responsabilité administrative. Au-dessus de lui, il y a une responsabilité politique, ça s'appelle un ministre. Bon, vous continuez de répondre à la question, évidemment, et là, on va parler de foot, mes amis, avec Sabrina Sebaï, en rapport avec ce qui s'est passé hier soir. C'était au Parc des Princes hier soir, le match PSG Istanbul, le match le plus court de toute la Ligue des Champions. Il a duré que 13 minutes ce match, et il a été interrompu parce que le 4e arbitre aurait eu, parce qu'il y a enquête, mais visiblement ça semble être le cas, des propos racistes. Du coup, ça t'a inspiré un petit avis, ma chère Sabrina, nous t'écoutons. Oui, du coup. Alors, je commencerai par dire que d'abord, le foot, ce n'est pas n'importe quel sport. Plus de 2 millions de licenciés rien qu'en France. Dans le monde, ce sont des centaines de millions de pratiquants de ce sport et de fans qu'on connaît à travers le monde. On en a un très actif aujourd'hui parmi nous, en la personne de Christophe. Les stars du foot sont aussi, elles sont aussi connues que les stars d'Hollywood, que ce soit par exemple Cristiano ou Messi. C'est dire si le football est un véhicule majeur de l'imaginaire collectif. Depuis plusieurs années, des dirigeants, des parents, des entraîneurs, des acteurs locaux alertent sur les cas de racisme et de violence dans le foot. Des matchs de district arrêtés pour des graves violences les week-ends, et bien sûr la question du racisme à chaque fois qui revient. Et juste peut-être pour rappel, Noël Le Graët, qui a 79 ans maintenant, président de la FFF, qui va probablement se représenter. Et lui, il a tout bonnement dit il y a quelques mois en septembre, et donc là je vais le citer parce que quand même ça vaut le détour. Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas. Ainsi, en fait, il a balayé d'un revers de la main tout ce que certains ont dénoncé depuis des années et des mois. Donc carrément dans le sport et dans le foot. Donc c'est comme si en fait les cris de singe, les jets de bananes, les affaires de quotas, tout ça, on l'a rêvé finalement et ça n'existe pas. Je pense qu'à ce stade, on a passé le temps des banderoles et des plans marketing qui disent en anglais « say no to racism ». On a besoin d'actes forts et pas des institutions du football qui ont prouvé qu'elles ne pouvaient se réformer, mais d'une concertation mondiale des pouvoirs publics. Et je pense qu'il en va de la survie du foot. En tout cas, j'espère que les supporters et ceux qui aiment le foot se battront pour défendre cela. La belle histoire qui, je crois, voulait intervenir aussi quand Sabrina aurait fait son petit papier. La belle histoire. Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu voulais rajouter à ce que vient de dire Sabrina ? Oui, j'ai trouvé assez drôle tout à l'heure parce que j'ai assisté, regardé l'émission sur CNews, l'heure des pros avec Pascal Praud et son invité Rost. Il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était je crois il y a plus de 4 ans, en novembre 2016, il y a eu une très violente altercation entre Pascal Praud et Rost. Et Pascal Praud s'est littéralement emporté quand il a s'agit de parler d'une affaire qui était l'affaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Patrice Evra était à Marseille. Oui. Et qu'il y avait eu effectivement une insulte envers Patrice Evra qui était venu d'une tribune et que Patrice Evra s'est littéralement emporté et Rost avait traduit ça par un racisme ordinaire qui s'était institutionnalisé et Pascal Praud a été ire de colère ce jour-là. On ne pouvait pas l'arrêter, même pas Julien Pasquet.
Et à l'issue de ça, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ce moment-là, particulièrement, ça a été, alors que l'heure des pros existait depuis quelques mois sur CNews, ça a été pour moi, l'acte de naissance de l'heure des pros ce jour-là. C'est-à-dire une hystérisation du débat. Et là, en l'occurrence, Pascal Praud, il était extrêmement d'accord avec les propos de Rost, finalement, par rapport à l'affaire d'hier avec le Paris Saint-Germain et l'équipe turque. Ouais, comme quoi la vie d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Le racisme dans le sport et dans le foot, Nadir, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est ce qu'on peut dire aussi dans les quartiers populaires depuis toujours. C'est une réalité française. Après, il y a un lien, tu sais, c'est un peu comme la loi qui est votée actuellement. Tant qu'on surfe sur les conséquences, qu'on ne veut pas regarder les causes de tout ça, on n'avancera pas. Donc on peut faire toutes les lois possibles. Et là, sur le racisme en France, on peut faire tous les débats. Sabrina l'a rappelé sur la position du président de football. Moi, j'ai pas oublié l'affaire de Cota. Je commençais avec mon association. On avait soutenu à l'époque, j'ai oublié Mohamed, qui faisait partie de la Fédération française de football et qui avait, lui, dénoncé l'affaire des quotas. J'ai oublié son nom, ça va me revenir. Je dis pardon à Mohamed parce que j'ai oublié son nom de famille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui, lui, avait dénoncé l'affaire des quotas. Et c'est des réalités qu'on vit. Autant on dénonce tout ce qui existe en banlieue, tout ce qui est négatif, que ce soit la violence, les trafics, certains comportements, il n'y a pas de débat. Mais il y a une réalité historique en France. Certains Français sont discriminés. Voilà, Mohamed Belkacimi, merci Sabrina. Je lui passe un bonjour à lui et ses frères du côté de Montreuil. Donc tout ça pour dire qu'il y a des réalités en France que beaucoup ne veulent pas voir. Et le problème, c'est que même si entre nous, certains Français, on débat, on échange, on dit qu'il y a ça, d'autres refusent de le voir, mais le problème, c'est le gouvernement. À un moment donné, il faut trancher. Tu vois, Emmanuel Macron qui dit aussi certaines vérités par rapport aux violences policières, qui reconnaît certaines choses, mais de l'autre côté laisse faire ou continue à laisser faire ce qui se passe, on ne va pas s'en sortir. À un moment donné, il faut reconnaître qu'il y a des violences de toutes parts, et il faut les condamner de la même façon. Et tant que c'est pas fait, eh ben on va continuer à supporter ce deux poids deux mesures en fonction de ce que vous êtes, ce que vous représentez. Et c'est ce qui est nocif pour la société française de façon générale. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir les uns les autres, ou entre guillemets, comme certains aiment le dire, faire France. Parce que même si on vit difficilement parfois ensemble, on vit quand même ensemble et on a intérêt à continuer à vivre ensemble. Emmanuel, même Erdogan a réagi hier soir. Ah bah alors c'est pas étonnant qu'Erdogan réagisse. Je vous rappelle que cette équipe est l'équipe qui est la possession de l'AKP. Hein, il faut quand même rappeler les choses. Ouais. Cette équipe a été rachetée en 2014 par le médecin... Enfin, pardon, je reprends mon propos. Le principal actionnaire de cette équipe est le médecin personnel d'Erdogan. Le président Erdogan a fait racheter cette équipe par des personnes très proches de lui, en l'occurrence des responsables très haut placés au sein de son parti politique, l'AKP. Ouais. Le président Erdogan a été le premier, de manière assez habile du reste, à évoquer un racisme, en mettant en avant le fait que ce ne soit pas un racisme contre les Noirs, mais un racisme européen contre des non-européens. Et donc, d'une certaine façon, cet acte a une dimension géopolitique particulièrement forte. Bah oui. Il a réagi avant que ne réagissent les autorités françaises. Jusqu'à preuve du contraire, Emmanuel Macron n'a pas réagi. N'a pas réagi, évidemment. Alors que le président turc a réagi 10 minutes après, ou 15 minutes après que l'événement ait eu lieu. Donc, il y a sans doute une volonté géopolitique très forte de la part du président turc. Et bien sûr, il faut dénoncer le racisme dans le sport. Bien sûr, il faut aussi dénoncer autre chose qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'il s'agit de l'UEFA, qui est sans doute la structure la moins éthique et la moins, respectueuse d'un certain nombre de critères. C'est une institution qui est financièrement liée à ceux qui la financent et à ceux qui y mettent beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle cet acte est un acte fort de la part des joueurs, mais sans doute avec des arrière-pensées qui sont peut-être moins vertueuses. Mais il faut retenir quand même cette image de ces 22 joueurs qui décident de quitter le stade hier soir. C'était beau quand même. Et des entraîneurs qui ne sont pas forcément au diapason avec leurs joueurs. Bah oui, parce que dire quand même, il faut saluer le courage effectivement de ces joueurs qui ont décidé de mettre fin au match. Qui ont quitté effectivement le stade. Oui, enfin pour rejouer le lendemain. Hein. Oui, mais quand même. Mais pas avec les mêmes arbitres. Mais pas avec les mêmes arbitres. Tout le monde a dégagé. Oui, bien sûr. Ouais, mais ça reste symbolique. Voilà. C'est symbolique. C'est important. C'est la force. C'est ce qui fait la force et ce qui fait la légitimité et la beauté du sport. C'est marrant de voir d'ailleurs Neymar s'offusquer du racisme alors que lui il soutient seul Bolsonaro. Mais lui aussi avait subi il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, des propos racistes. Il avait dénoncé lors d'un match, donc après, bon voilà. Mais Christophe, il aime le PSG, mais... Oui, mais quoi? Je sais pas. J'aime le PSG, et alors?
Non, mais je sais pas, tu parles de Neymar. Donc, oui, bah oui, non, mais Neymar, c'est pas le premier joueur avec des premières contradictions, je veux dire, voilà. Mais bon, en tout cas, cette image était belle et les joueurs ont décidé de ne pas rentrer sur le terrain. On nous a, voilà. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été ouverte auprès de l'UEFA. Oui, parce qu'il y a une deuxième polémique qui est née derrière le match, oui. Où les arbitres en fait dénoncent le fait qu'il y a eu des insultes racistes en fait en amont vis-à-vis des arbitres qui auraient été traités de gitans. Et donc, je pense que ce n'est pas fini. Oh, Narvalo. Non. Ouais. Enfin, oui et non, parce que risque d'être un match nul, en fait, justement, il y a aussi tous les points. un autre élément sous-jacent, c'est qu'il y a un racisme des Roumains à l'égard des Gitans qui est encore plus fort qu'on ne l'imagine ici. Un racisme roumain ou des Roms? C'est pas la même chose. Ouais, les Roumains vis-à-vis des Roms. Vis-à-vis des Roms, absolument. Ils chassent les Roms de Roumanie. Ah oui. Oui. Ah bah pour le coup, moi j'y étais et j'ai vu ce qui se passe là-bas. C'est en Roumanie. C'est notre population. Et j'ai eu l'occasion de voir et effectivement, moi je peux vous dire que j'ai entendu des mots très durs de certains élus en Roumanie qui parlent quand même de facteurs génétiques en parlant des Roms, en disant qu'ils ne pourront jamais s'intégrer. Enfin, on est dans des mots très très durs et très violents. Ouais, très bien. Bon, la chronique de la belle histoire va s'appeler comment dans un instant, la belle histoire? Alors ça va s'appeler Carton Rouge. Carton Rouge, c'est le titre de la chronique de la belle histoire qui va nous faire le résumé de cette émission. Mamadou de Grenoble, t'es là? Oui, je suis là. Le racisme dans le sport, ça t'évoque quoi, mon Mamadou? Oui, mais effectivement, il faut qu'il assume ses propos. Pour moi, je ne m'appelle pas noir, je m'appelle Amadou. Alors, dans ce pays, quand tu dis que tu vis en France, il faut respecter nos lois, les principes de nos lois, c'est du racisme. C'est du racisme pour approprier, la victoire à soi. C'est comme la Coupe du Monde de Zidane qui a reçu le coup. Effectivement, pour l'Italie a approprié la Coupe du Monde à eux. Donc, c'est du racisme. Dans notre pays, l'intolérance, ça existe, ça fait partie de nos lois. Il faut respecter nos lois, c'est du racisme, c'est condamnable. Est-ce qu'on comprend? Je ne m'appelle pas, je m'appelle Amadou, je ne m'appelle pas noir. Pourquoi il n'a pas appelé l'arbitre? Voilà la manipulation, la méchanceté humaine. Merci Mamadou de Grenoble. À très bientôt sur France Maghreb 2 avec dans un instant la chronique synthèse de cette émission. Ça passe super vite aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs quand on est bien accompagné comme aujourd'hui. Nadir Kaya, Sabrina Sebaï, Manuel Dupuis. La chronique résumée de cette émission de la belle histoire s'appelle Carton Rouge. À tout de suite. Et ben là, j'ai envie de dire, on est assez tranquille, la belle histoire. Hein. Pour ta chronique, c'est vrai qu'on est un peu just souvent, mais là, pour le coup, on a eu affaire à des chroniqueurs extrêmement disciplinés aujourd'hui. Et j'allais dire un bon chef d'orchestre aujourd'hui, donc forcément, ça peut bien caler. Numéro 10, le numéro 10. Le numéro 10, voilà, le numéro 10 de la radio, c'est moi. La belle histoire, pour sa chronique résumée, ça s'appelle Carton Rouge. La belle histoire, on t'écoute. Carton Rouge. L'état général du monde dans lequel nous vivons m'invite à décerner de nombreux cartons rouges à défaut de tuer, car si Édouard m'a tué, Jean m'a achevé, et Emmanuel enterre la grandeur de la France en recevant le président égyptien en grande pompe. La différence avec le temps jadis, c'est qu'en plus du tapis rouge déployé par Didier Nabil, la diplomatie française disparaît et cire les pompes plus qu'il ne pompe l'air de grande puissance. Au milieu des chocolats Ferrero Rocher d'Or et des Raffaello, les rafales sont vendues en cascade au mépris des droits de l'homme devenus le droit des ombres mortes. Et comme diraient les gamins du quartier, si, en hommage bien évidemment au président égyptien. Bien sûr. En bref, je décerne à M. Macron un carton rouge sang. Un président de la République, pour moi, c'est un président qui est une police d'assurance pour nos institutions. Sauf qu'il en a oublié une, l'institution police. On propose un Beauvau de la sécurité, la blague. D'ailleurs, hommage à Ségolène Royal qui ne peut pas être plus conne que ça, en disant « mais Beauvau, c'est un veau qui est beau », insultant en même temps tous ceux qui habitent à la campagne. C'est pitoyable de sa part. Et pourquoi pas une voiture bélier pendant qu'on y est? Les voitures béliers de la sécurité. N'importe quoi. La clochardisation de la police, comme disait Sabrina, les moyens, les effectifs, les ordres et contre-ordres font désordre et sont loin d'apporter la paix aux gardiens. Les relations entre l'État et le préfet de police de Paris ne sont pas au beau fixe. Il manque sans doute un peu de diplomatie efficace pour rétablir les bonnes relations franco-allemandes. Carton rouge pour l'Allemand.
et le ministère de l'Intérieur et lançons les grenades sans désencerclement, mais de rassemblement de la sécurité. Conseil des ministres, projet de loi sur les républicains pour ce qui est, voilà, c'est ce qu'on appelle la loi sur comment on dit ça déjà? Contre le séparatisme. Oui, voilà, enfin, ça, c'est ça. En fait, nom. c'est conforter les principes républicains, comme le dirait le politiquement correct. Jour même du 115e anniversaire de la loi de 1905. Mais le vrai nom de la loi pour moi, en ce 9 décembre 2020, c'est loi de séparatisme politique entre les mosquées et l'État, qui n'a jamais eu cours d'ailleurs. Préparez-vous les musulmans, on va en prendre des cartons rouges sur la tête. Quelle mascarade, pleine de clichés, de sous-entendus. Quand un représentant de la République comme Jean Castex dit « Les territoires perdus de la République doivent être reconquéris », ben, j'ai envie de dire à qui la faute? Carton rouge écarlate. Parlons en plus d'ailleurs, dans cette loi confortant les principes républicains, de pratiques tout à fait détestables. Échangisme, voire même polygamie. Ne citons pas Dominique Strauss-Kahn. Ah non, non, surtout pas. Et puis François Hollande, surtout François Hollande qui disait au moment de son élection, le changement, c'est maintenant. Valérie, dégage. Ségolène, dégage. Julie, attends un petit peu là, j'essaie de négocier avec une autre meuf et puis après je reviens vers toi. Hein, d'accord, Julie? Enfin, pour ce qui concerne la politique, réaction tout à fait honorable au cours du match PSG-Başakşehir. Au moins, effectivement, les relations franco-turques ont été au beau fixe pour un match de football. Et ça s'est terminé par une suspension, car effectivement, quand un quatrième arbitre dit « à la Negrou », forcément, c'est inadmissible que dans notre monde actuel, on puisse laisser des choses comme ça, et la réaction a été tout à fait salutaire. Alors moi, je répondrai à ce quatrième arbitre en roumain. Et un noble négligent, impulsif, si indisciplinat. Cela veut dire, c'est un imbécile négligent et irréfléchi. En dehors des terrains. Carton rouge pour vous, monsieur le quatrième arbitre. Merci. Et je voudrais finir, Oui. je voudrais finir, si tu le permets, Christophe, par notre ami Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui probablement va être condamné par le parquet financier qui a requis 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et là, Nicolas Sarkozy va ressasser cette phrase, bien évidemment favorite. Vous en avez assez, hein? Vous en avez assez de cette bande de racailles, hein? Eh bien, on va vous en débarrasser. Excellent, excellent la belle histoire. Merci beaucoup et rendez-vous demain pour une autre chronique, je pense, évidemment. Oui. J'allais dire, je pense, la belle histoire qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy ressortirait une autre phrase bien connue qui est quelle indignité, c'est le service public. Franchement, c'est incroyable. Voilà. Quelle indignité. Petite question, les amis. Demain, on va être dans l'expectative. Décidément, le gouvernement en ce moment aime nous mettre dans l'expectative en ce moment, aime nous mettre en attente, aime nous faire patienter. On va savoir si oui ou non à quelle sauce on va être mangé. À quelle sauce on va être mangé à partir du 15 décembre. Selon les dernières tendances, un couvre-feu remplacerait ce fameux confinement mardi prochain. Un couvre-feu qui pourrait débuter à 19h. 19h, hein. C'est les dernières tendances. On a aussi entendu parler qu'on continuerait quand même les attestations, on se demande pourquoi, et que il y aurait effectivement une facilitation pour Noël, quoique c'est pas encore tout à fait tranché pour ce qui est des déplacements de région en région. Par contre, pour ce qui est de la nuit du 31 décembre, la nuit du réveillon, ça sera pas du tout open bar, au contraire. Alors en fait, Christophe, c'est très très simple. Oui. Demain, Ouais. Là, tu as fait la conférence de presse à la place de Olivier Véran et de Jean Castex. C'est ça. Et demain, exclusivité, j'ai déjà le titre de la prochaine chronique, ça va s'appeler Confidence de presse. Parce que c'est un petit peu ça, quand on entend Salomon, quand on entend Véran, quand on entend Macron, c'est plus des conférences où on donne des informations, ce sont quasiment des confidences de presse. Ouais, des confirmations de ce qui a été avancé, annoncé par la presse. C'est vrai qu'ils sont là aussi, peut-être, hein, pour savoir, peut-être aussi pour préparer le terrain. Moi, je sais pas si c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'on laisse filtrer des informations pour voir l'acceptabilité de la population par rapport à ce qu'ils vont annoncer. Puis ensuite, en fonction de ce qui ressort et du retour, ils ajustent ce qu'ils vont annoncer. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, réponse demain avec Castex, mais couvre-feu à 19h, Emmanuel, pour toi qui travailles beaucoup, Sabrina, Nadir, ça risque d'être compliqué. Oh, ça va pas changer grand-chose. Hein. Ah bon? Non. À 19h, tu seras à la maison?
Bah non, le couvre-feu, moi je peux. Tu peux le braver? Comment ça se fait? Il est déjà au télétravail. Bah oui, moi je suis déjà en télétravail. Non, mais tu vas braver le couvre-feu, Manuel. Non, je ne vais pas braver le couvre-feu, donc j'attends déjà de voir s'il a lieu. Certains évoquent 17h, mais très sincèrement, je ne pense pas qu'on en vienne à ça. Je pense qu'au contraire, l'effet psychologique de nouvelles contraintes sera supérieur aux mesures sanitaires. Il est possible, par contre, piste qui a aussi été évoquée, qu'on laisse filer comme ça et que, in fine, on nous reconfine de manière beaucoup plus dure à la rentrée. Réponse demain, les amis. Merci beaucoup, Sabrina Sebaï. Merci, mon Nadir Kaya. Merci, Emmanuel Dupuis. Merci, La Belle Histoire. Et à demain. Demain, 16h-18h, le rendez-vous est pris pour le LGF, le Grand Forum sur France Maghreb de tous les jours, du lundi au vendredi, avec Raouda El Amri, et Sherazade Bimorgan qui seront avec nous. Et on parlera d'une application. Une application pour les annonces de prière. Vous savez que Muslim Pro a été décrié il y a quelques instants. Et voici une alternative qu'on vous présentera demain, 18h, le journal. À demain, ciao.